Un invité pour parler de ce conflit, professeur Abraham Gadji, agrégé de droit public. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur Kolo Koulibaly. Professeur et Marine. Et moi, je suis évidemment Marine Konia. Professeur, qu'est-ce qui se joue comme enjeu exactement dans cette partie du monde? Pour moi, il y a un mot-clé, c'est le repositionnement de la Russie. Repositionnement parce qu'en fait, avec la dislocation du bloc de l'Est, la Russie a été quasiment mise de côté. Il y a eu ce qu'on appelle l'éclatement du monde, dont on est passé de la bipolarisation à l'unipolarisation et maintenant à la multipolarisation avec la montée en puissance des BRICS, dominée par la Russie, dominée par la Chine. Donc pour moi, il s'agit, enfin dans ma compréhension, il s'agit pour la Russie de se repositionner pour être une interlocutrice écoutée et valable. Il y a 10 ans en arrière, la Russie n'était même pas écoutée. Et je crois qu'elle cherche à récupérer ce qu'elle considère comme étant ses zones d'influence, je dirais, légitimes, puisque l'Ukraine faisait partie de l'URSS à l'époque. Et donc, en engageant cette guerre, elle cherche bien entendu à récupérer ce qu'elle pense avoir perdu pour redevenir l'URSS de l'époque. Pour moi, c'est une guerre de repositionnement, mais c'est aussi une guerre qui est le produit d'un règlement imparfait de la chute du mur de Berlin. Alors finalement, on assiste à donc une guerre motivée par des ambitions légitimes? Est-ce qu'on peut le dire? Parce qu'en fait, l'invasion d'un État est une atteinte à ce qu'on appelle la souveraineté, oui, qui est en droit international la compétence d'avoir sa propre compétence. Mais quand on tient compte des fondamentaux? Oui, parce qu'on a évoqué notamment les accords de Minsk qu'on a du mal à retrouver. Après la dislocation du mur de Berlin et la chute du communisme, il était question que la Russie garde ses zones d'influence et surtout empêcher les républiques qui étaient rattachées, qui étaient à l'époque de l'URSS, ne puissent pas avoir des rapports trop étroits avec les pays occidentaux, notamment avec l'OTAN. Et il semble-t-il que cela n'a pas été fait. Et il y a eu bien sûr les manifestations de ce qu'on appelle le Euromaïdan de 2007 à 2013, qui avaient vocation à plus ou moins conduire l'Ukraine à être proche des pays occidentaux. Bien sûr, ça a entraîné les manifestations et les républiques de l'Ukraine de l'Est, de Donbass, même la Crimée, ces États ont engagé, ces régions ont engagé une guerre entre parenthèses d'indépendance. Il y a eu des répressions et les Russes ont pensé que les russophones qui sont dans cette zone étaient menacés, il fallait absolument venir à leur secours. Mais pour moi, c'était un prétexte. Je pense que c'est un prétexte parce que d'après tout, l'Ukraine est un État souverain. La souveraineté d'un État suppose le respect de ses frontières et de ses institutions. Et pour moi, cela n'a pas été pris en compte parce qu'en droit international, quand même, la souveraineté doit être absolument respectée. Un État a le droit de s'engager où il veut, comme il veut, avec qui il veut s'engager. Ce qui n'est pas bien entendu, été entendu ainsi par l'URSS qui voulait, enfin, pas l'URSS, par la Russie, qui veut quand même contrôler ces zones d'influence. Mais peut-être pour ça suivi, parce qu'en fait, il y a quand même une poussée de l'Occident comme pour encercler la Russie pour l'étouffer, parce qu'en fait, ce que croient les Russes, ils croient peut-être que leur suivi est menacé par la poussée occidentale. Mais le fait est là, la crise est bel et bien là, mais finalement, il faut sortir de cette situation. Est-ce qu'il y a une solution possible? Il faut peut-être être prophète. Elle va être très, très difficile. Parce que vous avez 3 entités. Vous avez l'Europe avec la France, l'Allemagne qui est en train de se réarmer, la Grande-Bretagne et la Pologne. Vous savez qu'il y a eu à peu près un accord pour 800 milliards d'euros de réarmement. Et puis vous avez la Russie, vous avez les États-Unis avec Trump qui n'est pas tout à fait très... Il cherche sa position. Donc vous avez ces entités-là qui peuvent faire basculer la chose. Or, ces États sont surarmés au niveau nucléaire. Donc on ne sait pas comment cette crise sera résolue. Moi, je ne vois pas comment elle peut être résolue s'il n'y a pas des concessions réciproques. Et moi, je pense que les États-Unis, quand même, ont une carte en main. Parce que elle est quand même, les États-Unis demeurent quand même la plus grande puissance. Elle pourrait sans doute agir sur la Russie, lui proposer peut-être des marchés avec l'accord de l'Ukraine, mais il faut absolument que l'Europe soit absolument impliquée parce que l'Europe mise de côté peut être un facteur gênant
pour la résolution de la crise. Les États-Unis qui ont les cartes en main presque en ce moment, qui sont peut-être leaders sur ces négociations de paix, déjà même depuis 2014, avec une tentative de résolution de la crise en Crimée. Oui. Aujourd'hui, on est face à une situation où la population est en manque de tout. Près de 70% du système énergétique de l'Ukraine est carrément endommagé, a été endommagé par la Russie. Est-ce que les États ne mettront pas à un moment de côté leur ambition pour mettre en avant la survie au fait de l'Ukraine? En fait, vous savez que les relations internationales reposent sur deux mots: la violence et le mensonge. Okay. La violence, on règne par la violence, les rapports de force. On dit souvent que les grandes puissances se comportent comme des brigands et les États faibles se comportent comme des prostituées. On offre ce qu'on a pour avoir la protection de l'autre. Et tant qu'on peut dominer, ils seront sans compassion. Vous savez, tuer des personnes